Salut, c'est Maxence et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de 24 of 24. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Chassagne, trailer professionnel, et on a parlé pendant 45 minutes de son parcours, de l'UTMB en 2024 sur lequel il est arrivé deuxième, et de tous ses projets créatifs et entrepreneuriaux. Salut Baptiste. Salut Maxence. Comment ça va ? Ça va très bien, doucement mais sereinement. Trop bien. Bah écoute, on a à peu près 45 minutes ensemble. Je suis hyper content pour plein de raisons. Un, parce que t'as eu une année hyper chargée, il y a plein de choses à débriefer et je pense que t'incarnes parfaitement, tu vois, l'esprit de la série 24 of 24. Et deux, parce que c'est aussi le dernier épisode de cette série. Donc trop content de finir avec toi. J'ai hâte qu'on rentre dans la discussion. J'aime bien commencer par la même question pour tous les invités, qui est quel a été toi ton meilleur souvenir en 2024 ? Ça peut être un moment très précis, ça peut être une rencontre, ça peut être une journée, ça peut être un sentiment. Waouh, c'est une question qui me demande pas mal de réflexion. Non pas parce qu'il n'y en a pas eu, mais parce qu'il y en a eu beaucoup et que du coup, tu vois, ils se chamboulent un petit peu. Enfin, ils se concurrencent, tous ces petits souvenirs, pour en extraire un seul. Ah, il y en a un qui est vraiment très bon et puis en plus qui est un peu game changer. C'est la ligne d'arrivée de l'UTMB. Ouais, les quelques hectomètres, tu vois, avant de franchir la ligne d'arrivée, quand je prends conscience que je suis en train de réaliser un rêve qui est devenu un objectif et qui est en train de devenir une réalité. Et, le scénario de course a fait que j'ai pas pu me projeter avant dans la joie, parce que jusqu'au dernier moment j'ai dû me battre pour être sûr de le concrétiser, alors que généralement en ultra trail, tu vois, on peut profiter un petit peu avant parce que les écarts sont faits avant. Là, j'étais à la bataille jusqu'au bout et du coup, en fait, ça n'a pas été une joie diffuse, ça a été une joie très 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 intense au moment de la prise de conscience. Ça a duré quelques minutes et c'était ultra ultra puissant. Et puis c'est mon meilleur souvenir parce qu'en fait, c'est un souvenir qui m'accompagne tous les jours. Je me lève tous les matins et je me dis c'est fait et plus personne te l'enlèvera et ça m'empêche pas de rêver de mieux, tu vois. Mais ça me donne une base de sérénité pour dire que c'est de l'acquis et c'est cool, quoi. À quoi tu penses quand tu traverses la ligne d'arrivée ? Franchement, tu penses pas, hein. Tu ressens. Tu prends l'énergie. Ouais, tu ressens, tu kiffes. J'ai pas vraiment Heureusement, tu vois, aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo et de la photo. Du coup, il y a des choses qui me permettent de me remémorer un petit peu. Mais t'es dans une sorte de transe qui est ultra puissante et malheureusement ultra addictive. Tu l'avais déjà eu avant ? Ouais, je l'avais eu une fois, mais pas aussi intensément. Je l'avais eu au championnat de France, parce que j'ai été champion de France du coup de trail en 2023. C'était un événement qui était un peu plus anonyme que l'UTMB, où pour le coup là il y a une vraie ferveur populaire, tu vois. Donc c'est quand même un peu maximisé dans les rues de Cham, il y a un truc un peu sensationnel. Mais quand même, tu vois, pareil au championnat de France, j'avais été à la bataille jusque dans la dernière montée, j'avais gagné avec 1 minute d'avance, un truc comme ça. Donc du coup j'avais réalisé au dernier moment d'un coup. Et puis pareil, c'est un titre, tu vois. Les titres, en fait, une fois que c'est coché, plus personne peut te les enlever. Et du coup, il y a une notion d'acquis qui est vraiment fondamentale. On a un peu spoilé du coup ce que tu fais. Donc t'es athlète de trail. J'aimerais bien qu'on rembobine et creuser un petit peu ton parcours. J'ai vu que tu avais étudié à Sciences Po notamment. Mm-hmm. Je serais curieux de savoir un petit peu comment tu as grandi, quel est un peu le cadre dans lequel tu as évolué étant jeune. Complètement. Alors, j'essaye, tu vois, plus j'avance, plus j'arrive à être synthétique quand on me demande de me présenter. Du coup, maintenant, je dis que bonjour, je m'appelle Baptiste Chassagne, et je suis un petit gars de la ville qui s'épanouit à la montagne. Comment je m'épanouis ? En faisant du trail, de l'ultra trail, mais pas que. Et voilà, mais pas que, 3 petits points. Donc voilà, c'est la présentation. Et ensuite, par rapport à ta question, très concrètement, effectivement, j'ai grandi donc à Lyon, dans un milieu très urbain, comme je sais pas, comme toi, j'imagine. Enfin, toi, c'est peut-être un peu plus plutôt campagnard, plutôt rural. Mais voilà, plutôt vraiment urbain, dans une famille très 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 passionnée de sport, mais pas forcément dans une démarche de performance ou de haut niveau. Mais par contre, on faisait beaucoup de sport, on était à fond. Tu vois, mon père achetait l'équipe tous les jours, mais vraiment tous les jours. Il achetait même 2 exemplaires parce que avec mon frère, on aimait lire le papier, tu vois, qui est le papier neuf, tu vois. Donc on a vraiment grandi là-dedans, avec aussi une grosse passion pour la SSE, Saint-Étienne, le chaudron, tout ça, toutes ces valeurs. Et en fait, j'ai commencé par le foot. Je rêvais d'être footballeur professionnel, je pense, ou du moins champion. J'ai vite compris que j'avais pas le niveau pour. Du coup, j'ai mis ma quête de haut niveau dans les études.
Donc j'ai eu un double bac, un bac S et un bac L mention très bien, ce qui m'a permis de rentrer à Sciences Po à Paris. Et en fait là je me dédiais vraiment à bosser avec des sportifs de haut niveau, à défaut d'en être un, tu vois, de vraiment essayer de les accompagner. Je me suis retrouvé pas par le fruit du hasard, mais en montagne, parce que j'ai fait un stage, puis une alternance, puis un contrat, un CDD chez Dynastar. C'est une marque de ski. Et en fait, à la post-déj, j'ai commencé à courir en montagne et je me suis découvert une passion et un petit talent pour ça. Et il n'y avait pas de plan, il y en a toujours pas, mais genre, tu vois, je prends les étapes les unes après les autres et ça me mène là aujourd'hui. Tu te rappelles la première course en montagne que t'as fait où tu t'es dit c'est incroyable? Bah, c'était pas une course, c'était une course en campagne qui devait ressembler un peu aux abords de chez toi. Ouais. C'était dans le Beaujolais, du coup, comme je te dis, je viens de Lyon. Et du coup, il y a des petits, à Lyon, à côté de Lyon, il y a des coteaux, enfin, il y a une aire un peu, il y a de la campagne, quoi, il y a des chemins. Et donc, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé avec des chaussures de route, d'ailleurs. Le premier trail que j'ai fait avec des chaussures de route, j'étais vraiment en mode, avec mon t-shirt en coton, mon maillot de foot, enfin, un peu à l'arrache. Et en fait, je suis tout de suite plus tombé amoureux de la sensation que ça faisait de performer que du sport en lui-même. Genre, j'ai adoré les endorphines et le fait vraiment de se donner à fond. Tu vois, vraiment de finir au rupteur complet. Enfin, j'ai aimé cette sensation-là. Et j'ai aimé le fait de performer parce que je pense que j'ai gagné ou j'ai fini deuxième, je me souviens plus exactement. Mais globalement, tout de suite, je me suis retrouvé devant. Mais j'avais pas une passion, tu vois, pour la montagne en me disant, waouh, c'est fascinant, c'est ça que j'aime. C'est plutôt d'abord une passion pour la démarche de performance et de me dire, ah tiens, je peux progresser petit à petit. Et là, maintenant que je vis en montagne, tu vois, j'ai une deuxième lame de fond, tu vois, qui est en train de me prendre et de me faire encore plus aimer mon sport. Donc voilà, c'était un peu la genèse de ma pratique. De quoi tu rêvais quand t'étais, je sais pas, jeune diplômé, que tu t'installes par ici? Enfin, à quoi t'aspires à ce moment-là? Si t'avais un rêve ou un truc qui est peut-être toujours d'actualité. Ouais, c'est peut-être tout je sais pas. Non, en vrai, je rêvais vraiment de bosser pour le club de la SSE, genre club de synthé, à la com ou au marketing ou tu vois aux relations presse, enfin un truc très concret, bosser pour le club de synthé. En fait, j'avais vraiment comme rêve de bosser dans ma passion et d'avoir un rythme de vie qui me permet quand même de faire pas mal de sport. Et puis après, je pense aussi en toile de fond, j'avais aussi un peu ce rêve de pas avoir un mode de vie conventionnel, tu vois, d'avoir un truc un peu singulier où je suis dans l'initiative, ouais, voilà, un truc pas conventionnel, un peu atypique. Donc c'était pas très identifié, mais c'était un peu une multitude d'envies et qui sont venues un peu se cristalliser. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, se polariser sur le trail en fait et ouais, je sais pas trop. En fait, vraiment, je sais pas trop l'expliquer. C'est genre, tu vois, c'est des flux comme ça et et tu les surfes. Ouais, et puis ça va dans une direction. Tu te fais confiance, tu vas à bloc. Je pense que ce qui m'a beaucoup servi, c'est j'ai un gros volume de travail. Je suis capable, genre, vraiment de faire des heures et des heures efficaces. Tu vois, pas des heures. Et je pense que ça, je l'ai toujours eu et c'est ce qui m'a globalement sauvé un peu de partout. À Sciences Po, j'étais très loin d'être le meilleur élève. En trail, je pense que je suis pas le plus talentueux non plus. Mais, enfin, je me découvre petit à petit, mais tu vois, tu mets dans un laboratoire, j'explose pas tous les chiffres comme un Kylian Jornet. Enfin bref. Du coup, ce volume de travail, je pense qu'il m'a pas mal aidé. Et du coup, tu combines à la fois travail et créativité, ce qui est pas un truc travail efficace et créativité, ce qui est pas forcément ce qui a pas toujours de pair. D'où elle vient cette fibre créative selon toi? Ah, c'est une excellente question parce que tu vois, mes parents sont plutôt des pragmatiques, genre ils ont fait des études scientifiques plutôt. Donc j'avoue que je sais pas trop, j'ai toujours été un peu rêveur, un peu bohème, je pense. J'ai toujours aimé beaucoup lire. J'aime beaucoup le rap français. Ce côté un peu poétique et tout, et je pense que ça vient un peu de là. Puis après, je pense que c'est de l'ordre du naturel. Il y a des fibres, tu les expliques pas trop, mais ouais, ça vient certainement de là. Et aussi un peu, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui est liée à l'endroit où j'ai grandi. J'ai grandi dans un quartier à Lyon, enfin un quartier, tu vois, populaire et multiculturel. Et du coup, je pense que quand tu vis dans ce milieu-là, tu t'ouvres vachement
l'esprit, tu t'ouvres vachement aux autres. Et je pense que ça, aujourd'hui, dans le milieu du trail, c'est une force de pas venir, en fait, du sérail, quoi. Tu viens avec un autre bagage, mais il est pas... Enfin, je me sens bien avec ce bagage-là, quoi. Je te dis que je te trouve créatif, parce que du coup, je pense que le truc qui m'a le plus marqué tu vois, recherchant, en préparant cette discussion, c'est de lire tous tes posts Instagram, qui sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Et curieux de savoir comment ça devient, comment... Ah, c'est... Tu mets du temps par ouais, post. franchement, je bosse dessus. Hein. Ouais, j'imagine. Je bosse dessus. C'est une question à laquelle j'ai jamais répondu, donc merci de me la poser. Tu vois, et puis même, je prends du recul sur la méthode. Il y a une phase, une punchline dans le rap qui m'a marqué. Il y a un mec qui dit je suis dopé quand je suis nostalgique, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça dans moi, mon process d'écriture. C'est que je sens que j'ai envie d'écrire quand il m'arrivait un truc un peu fort qui m'a un peu fatigué ou rincé émotionnellement parlant, tu vois. Il y a une forme de mélancolie ou de joie, enfin tu sais, un moment où bah tu sais, comme quand tu finis une course, t'es un peu à fleur de peau. Et du coup, à ce moment-là, je me mets du son, tu vois, j'écoute énormément de musique et ça fait revenir les émotions, ça fait venir la créativité. Et ouais, j'ai envie d'écrire et du coup, j'écris. Enfin, soit ça me vient quand je fais du sport, tu vois, quand je suis, donc il y a ce mood-là de base, et puis après, de manière très factuelle, ça me vient quand je fais du sport, tu vois, quand je suis plutôt en endurance. Et du coup, dès que je rentre de ma séance, je note tout sur mon petit téléphone, et après, j'ai aussi sur mon ordi, franchement, je sais pas combien de pages Word d'idées qui me viennent, et pourquoi je le fais, c'est plus, il y a deux objectifs. La première, c'est que j'aime bien cet aspect reporter. Tu vois, je fais un peu, avec Sciences Po, le côté documenter la démarche pour partager et en fait avoir un peu ce côté-là d'être transparent et dire voilà ce qui m'arrive. Enfin moi, la transparence c'est la base et je me dis je partage tout ce qui m'arrive et si ça peut aider des gens, tant mieux. Puis après, il y a aussi le côté introspectif de dire parfois je relis un petit peu et je me dis ok, une fois que j'ai écrit, le sujet il est maturé et il est assimilé, tu vois. C'est un peu ça. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de règles, il y a juste une forme d'intuition et voilà, et beaucoup de musique aussi pour m'accompagner. C'est quoi ta musique de 2024? Là, le podcast sort le 24 décembre. Voilà, il y en a une sur lequel je suis vraiment en boucle. C'est un rappeur qui s'appelle Limsa Dolnay. Je sais pas si ça te parle. C'est vraiment un rappeur assez niche. Tu vois, c'est un petit goal life de se dire qu'un jour on pourra clipper. Moi, j'aimerais clipper, tu vois, un rappeur en apportant une DA un peu running ou trail, tu vois. Ouais, parce que ce serait croiser les univers, tu vois. Ouais. Moi, je viens de la ville aussi et je sais pas s'il y a beaucoup de trailers qui écoutent du rap, mais tu vois, ce côté un peu mélanger les univers, ouverture d'esprit et tout, ça me plaît bien. Et donc, du coup, bref, d'ailleurs, ce son a déjà été clippé, donc malheureusement, je pourrais pas le clipper, mais le son, ça peut être But en or, et il est sorti il y a 3 semaines, et l'instru, elle est exceptionnelle. Enfin bref, le texte, il est incroyable et ouais, je pense que lui, il est arrivé à la quintessence de son art, tu vois. Je pense que je t'en parlais un peu de comment tu passes de la révélation à la confirmation. Lui, il est au sommet de son art, Limsa, et voilà, c'est mon son de 2024, But en or de Limsa Dolnay. Trop bien. Voilà. Si on rembobine un peu sur la course à pied, ouais. Donc tu nous parlais de la première course où voilà, t'es galvanisé un peu par la performance, c'est ça en tout cas qui t'intéresse dans la pratique. À quel moment du coup ça se cristallise par tu vois un côté presque professionnel de la pratique? Quels sont un peu les jalons entre... Ouais, mais franchement c'était étape par étape. En fait, comme il n'y avait pas vraiment d'objectif final, d'une certaine manière ça m'a protégé des déceptions, parce que comme je me disais pas il faut que j'arrive là, tout ce qui m'arrive c'est du bonus, tu vois. Et maintenant que j'ai des objectifs et qu'il y a des enjeux liés à une forme de pression, tu vois, avec je gagne ma vie comme ça, je suis attendu là-dessus, mon paratonnerre un peu, c'est cette capacité d'émerveillement, tu vois. Quoi qu'il arrive, je me dis attends, prends du recul. Tu vois, là je sors d'une grosse déception à la Saint-Élion. Je me dis attends, en gros, prends du recul. T'as fait une super année, c'est exceptionnel ce qui t'arrive. Enfin, et du coup cette capacité d'émerveillement, je la trimballe dans mon parcours depuis le début et du coup ces jalons ils se sont faits hyper naturellement. C'est des rencontres. J'ai rencontré donc j'ai commencé à courir donc de manière vraiment comme je te le disais pour moi
de manière loisir, à m'inscrire à des courses régionales, enfin locales que j'ai gagnées, régionales que j'ai aussi gagnées. Je suis allé sur des championnats de France où j'ai commencé à performer. Il y a une structure un peu naissante qui s'appelle le Team Sidas Matrix, qui est en fait une structure un peu comme dans le vélo, qui m'a repéré, qui a été créée par 2 jeunes. Et c'est ce que je te disais, j'adore en fait quand notre génération, tu vois, elle s'assemble pour faire des trucs cool. Ils m'ont tendu la main dans ce projet-là, ils m'ont pris et en fait ils m'ont appris le haut niveau, la démarche de performance. Et petit à petit, en fait, je me suis développé en tant qu'athlète et j'ai passé les étapes physiques, mentales et chaque année, j'ai eu une progression très linéaire. En fait, chaque année, je performais un peu plus haut. J'ai eu des échecs, hein, mais globalement, chaque année, je progressais d'un point de vue sur le fond en tant qu'athlète, mais aussi j'arrivais à le concrétiser en termes de performance. Et voilà. Le Team Sidas Matrix, typiquement, donc c'est une sorte d'écurie, si je comprends bien. Ouais, c'est comme une équipe de vélo. Ouais, okay. Donc en fait, c'est un écosystème de performance. Donc tu as l'athlète au centre et tu as tout un écosystème. Donc tu as un entraîneur, tu as un team manager, tu as un médecin, tu as des partenaires qui viennent financer, tu as un prep mental, un nutritionniste. Et en fait, l'athlète est placé au centre de ça. C'est une structure indépendante, tu vois, vraiment comme un vélo. Et en fait, toi, tu peux solliciter toutes les ressources autour pour performer. Et t'es, d'un point de vue très entrepreneurial et factuel, t'es salarié de cette structure-là, qui est une structure indépendante et qui porte le nom de ses partenaires, mais la structure existe au-delà des partenaires, tu vois. C'est pas, alors que dans le trail aujourd'hui, c'est plutôt des teams de marque, c'est-à-dire, Nike sponsorise des athlètes, Salomon sponsorise des athlètes et crée un team, mais t'as pas vraiment de structure indépendante comme dans le vélo, en fait. Et donc l'idée, c'était justement d'amener un peu ce système-là dans le trail et ça a super bien fonctionné. Parce que du coup, tu co-construis ta saison avec eux, du coup, c'est ça? Ah ouais, c'est vraiment co-construction, t'es accompagné, et puis moi je connaissais vraiment rien au haut niveau. Et tu vois, la première saison, j'ai vraiment eu l'impression de faire un pas en arrière. Parce que tu sais, j'étais dans un schéma, globalement, je bossais beaucoup à côté, j'avais déjà lancé ma micro-entreprise, je m'entraînais, j'avais une manière de fonctionner à l'entraînement, tu vois, j'étais dans mes certitudes et tout, et puis dans mon bien-être. Puis ils m'ont dit, si tu veux continuer dans ce schéma, tu pourras aller, je sais pas, à 85% de ton potentiel. On te propose de rebrousser chemin pour peut-être, donc là tu vas être un peu déstabilisé. Donc pendant 6 mois j'ai été moins bon, tu vois, pour prendre une autre voie qui là t'amènera peut-être à 100% de ton potentiel. Et donc du coup, j'ai 6 mois compliqués et en fait effectivement sur les 6 mois suivants, donc la fin de la première année au sein du Team Sidas Matrix, j'ai vraiment j'ai pas été incroyable à l'échelle mondiale, mais à mon niveau, tu vois, j'ai vraiment passé un cap et voilà, premier podium au championnat de France, 6e sur l'OCC, donc il y a une course de référence à Chamonix. Enfin bref, des choses auxquelles j'aurais pas pu prétendre l'année d'avant. Donc ouais, c'était un peu ça. J'essaye de tirer des fils rouges, un peu des trucs pour ceux qui vont écouter ce podcast et qui aiment pas forcément le trail, se dire ok, comment je peux le dans n'importe quel domaine, tu vois, je peux essayer de tirer quelque chose de mon parcours. Ce serait un peu ça, tu vois. Parfois, en fait, il faut accepter de rebrousser chemin, faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Ouais. Et ce que tu disais juste avant, c'est que tu avais du coup ton entreprise à côté de ton activité d'athlète. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de 40 BPM? Ouais, 40 BPM, donc c'est une petite agence de com que j'ai créée en 2018. Donc au sortir de mes études, tout de suite je me suis dit, comme je t'ai dit, j'ai envie d'un mode de vie un peu atypique. On me proposait un contrat chez Dynastar, un bon poste, responsable de la communication, d'un truc un truc sympa, mais moi sur le papier en fait j'avais vraiment déjà envie d'une indépendance. Donc j'ai lancé ma petite agence. J'étais en freelance, ça s'appelait 40 BPM, référence à la fréquence cardiaque, qui est normalement atteignable uniquement par les athlètes de haut niveau. Mais aussi, tu vois, sur le côté prendre le temps de bien faire les choses. C'était vraiment le côté, force tranquille que je voulais mettre en avant. Donc j'ai lancé ça. Et en fait, ça m'a permis d'agencer mon temps comme je voulais. Du coup, globalement, et c'est même le cas aujourd'hui, moi j'ai pas de structure semaine, tu vois. Pour moi, un lundi, j'ai pas le côté apaisant du dimanche ou le côté enthousiasmant du vendredi soir. Par contre, j'ai pas la nostalgie du lundi, tu vois. Donc
tous mes jours se ressemblent globalement, et c'est ça que j'ai trouvé génial dans mon activité de 40 BPM, c'est que je pouvais bosser quand je voulais, m'entraîner quand je voulais, donc en fait ça s'est parfaitement goupillé. Puis en fait, de fil en aiguille, je suis devenu plus performant en sport, donc t'es plus légitime dans ton agence de com, donc tu vends tes missions plus chères, donc du coup t'as plus de temps pour t'entraîner, et du coup t'as plus de temps pour t'entraîner, donc t'es plus performant, donc tu vois, cercle vertueux, et j'ai grandi comme ça en fait. Sur ce projet-là, tu bosses avec Léo, qui est un ami d'enfance, c'est ça? Ouais, Léo Girard, donc c'est un ami d'enfance de Saint-Thé, et nos parents étaient amis, et en fait on est de la même génération, on a les mêmes passions, foot, tu vois, enfin la même culture urbaine, quoi, foot, rap, musique électronique, enfin voilà, on a les mêmes références, on va dire, et en fait on est hyper complémentaires. Lui aussi c'est un autodidacte. Il a fait des études d'urbanisme. Et après, il s'est lancé en photo, vidéo. Et en fait, nos activités étaient hyper complémentaires. Moi, je suis plus sur la gestion de projet et l'écriture, donc éditorialisation, storytelling. Et lui, il vient sur tout ce qui est visuel, c'est-à-dire direction artistique, photo, vidéo. Et en fait, on s'est dit, bah, on s'entend super bien. On a des savoir-faire qui sont complémentaires. Ben go, en fait. En plus on était en coloc, donc autant dire que c'était facile pour pour bosser ensemble, et en fait ça nous a jamais pesé, tu vois. Ce que je te disais en amont du podcast, c'est que mon père il m'a toujours dit de pas bosser avec ses potes, et parce que ça pouvait abîmer des relations, et en fait moi je fais que ça, et je me rends compte que ça marche bien si le cadre est bien défini, et en vrai avec Léo on arrivait à avoir nos phases de boulot et nos phases complètement déconnectées où on savait qu'on parlait pas de boulot. Enfin, ça s'est fait hyper naturellement, donc bosser avec vos potes. Je suis absolument d'accord avec ça. Harissa, c'est aussi avec Léo? Harissa, c'est avec Léo. Alors Harissa, c'est une autre Harissa Édition. Donc on appelle, c'est un atelier à Bookzine. Le Bookzine, c'est un objet éditorial. On est passionné de bel objet, en fait. Moi, je suis passionné de lecture depuis. En fait, je suis passionné d'écriture et de lecture, mais pas avec les livres, plutôt avec les magazines. Je sais pas, tu sais, les fanzines et tout ça. Et Léo aussi, il aime beaucoup les beaux objets, et bref, on s'est rendu compte qu'à l'ère du touche digital, il y avait un peu une demande de la part des marques de sortir un peu de ça et de faire des objets vraiment statutaires pour événementialiser des choses, typiquement des anniversaires et des trucs comme ça. Et donc on a monté, on s'est retrouvé sur un projet de création de bookzine, du coup. Donc c'est un moitié livre, moitié magazine. On dit que c'est la noblesse du livre et le piquant du magazine. On s'est retrouvé sur un projet comme ça, un peu par hasard, pour une confiturerie artisanale dans les Hautes-Alpes. On a trouvé le truc chambé, on a adoré. Puis c'est un peu comme un projet de film, tu vois, tu mets vraiment du temps à le faire, donc tu vends une mission assez chère, et puis après, moi ça me convenait parfaitement, j'avais pas de pression, enfin, globalement il faut rendre l'objet, le fichier PDF pour imprimer à telle date, et après t'es tranquille, donc t'as pas de deadline toutes les semaines, et donc du coup avec ma démarche de performance c'était nickel. Bref, on a monté comme ça Harissa Édition, et je suis très fier de notre slogan salade, tomate, émotion. Voilà. Qui témoigne un peu du truc, voilà, tu vois, le côté malicieux et le côté un peu. Bah, nous, on habitait à la Guillotière, à Lyon, tu vois, c'est le quartier, justement, assez multiculturel, où il y a pas mal de kebabs et tout ça, donc ça a pas mal inspiré. T'as un magazine ou un livre qui t'a marqué cette année en 2024? Ouais, quand même, il y en a même plusieurs. Pareil, pour les souvenirs, c'est un peu complexe. J'aime beaucoup, alors c'est un peu autopromotion, mais j'aime beaucoup Point de Côté, qui nous a inspiré clairement sur la démarche de Bookzine. C'est un Bookzine spécialisé dans le trail, auquel j'ai contribué cette année via une enquête sur le surentraînement, un truc assez poussé sur pourquoi dans le trail, justement, il y a ce syndrome du surentraînement, on s'entraîne beaucoup, on se blesse, enfin bref, on déséquilibre un peu sa vie pour une passion. Donc Point de Côté, qui était donc au 6e exemplaire, et globalement le boulot qu'ils ont fait à côté de moi, mon reportage m'a beaucoup marqué. Enfin, la DA elle est trop bien, la ligne éditoriale pareil, hyper péchu. Et puis après il y a un livre qui m'a marqué, ouais, qui s'appelle Shibumi, je sais pas si ça te parle. C'est un livre qui a vraiment qui a percé, je crois qu'ils ont fait 2 millions de lecteurs, et c'est un livre, je sais pas comment te le résumer, mais c'est extrêmement bien écrit. C'est un policier, mais en même temps très réaliste, qui se passe globalement au moment de la guerre froide, entre le Japon, le Pays Basque, et voilà, c'est un policier hyper immersif, avec une écriture incroyable, et
ça a été mon livre de chevet pendant pas mal de temps. Un livre assez conséquent, bref, que je recommande. Shibumi. Je l'ai pas très bien vendu. Si, c'est très bien. J'essaye, tu vois, de faire des questions qui font des ping-pong entre l'équilibre que tu essayes d'avoir, tu vois, dans tes activités. Si je reviens du coup sur la partie performance, trail en 2024, du coup, tu réalises une performance exceptionnelle à l'UTMB. Qu'est-ce que ça change de faire un podium à l'UTMB? Honnêtement, c'est l'avantage de notre sport. Ça peut changer ta vie. Tu vois, genre, il y a peu de... Ah si, je pense. En fait, globalement, dans tous les sports, si tu réussis une médaille olympique ou quelque chose comme ça, tu peux changer de vie. Mais globalement, nous, on fait un sport qui est vraiment particulier au sens où on a 2 ou 3 échéances maximum dans l'année, tu vois. Et tu me diras, t'as fait un podcast avec un athlète de MMA, c'est à peu près pareil. Il a 2-3 combats dans l'année. Et du coup, tu te prépares 363 jours de l'année ou 362 jours de l'année pour être performant sur ces 2 journées-là. Et du coup, t'as pas le droit d'avoir mal à la tête, t'as pas le droit d'avoir... Parce que globalement, tu rates ton UTMB, c'est pas comme en foot ou en biathlon, t'as compète le lendemain, le surlendemain, le week-end d'après, tu t'en prends pour 6 mois de déception. Et du coup, comme il y a une rareté de la compétition, ben ça la valorise vachement, et quand tu réussis, je sais pas comment dire, mais ça décuple la puissance du truc, et c'est la raison pour laquelle, tu vois... ce que je te dis, c'est que faire un podium à l'UTMB, ça peut changer ta vie au sens où ben tu peux accéder à un niveau d'exposition, à un niveau de sollicitation qui font de toi un personnage public dans notre petit milieu. Hein, pas... Mais globalement, quand tu habites à la montagne, tout le monde connaît le trail, tu vois, donc il y a une forme de personnage public à l'endroit où tu habites, local. Et puis après, ça peut aussi changer ta vie parce que tu prends conscience un peu de ton potentiel, tu dis ok, je l'ai fait, et tu délaisses ton syndrome de l'imposteur, tu te sens légitime, et tu dis ok, je peux aller encore plus loin. Donc ça change ta vie parce que ça te change tes perspectives globalement. Et est-ce que ça change quelque chose dans la relation que tu as avec tes partenaires ou les gens qui sont autour de toi? Parce que tu vois, moi j'étais en contact avec Grégory typiquement. Est-ce que du coup ça change quelque chose aussi avec ton entourage, avec tes partenaires? Typiquement tu bosses avec Nike ou avec d'autres marques? Ouais, ça change. Enfin, c'est... En fait, il y a du... Je veux pas être... je sais pas comment dire, je veux pas être rabat-joie ou quoi que ce soit, mais en vrai ça secoue, tu vois. Ça secoue très positivement, mais ça secoue aussi... pas au sens négatif, parce que c'est, tu vois, c'est exceptionnel ce qui arrive. Mais quand t'es pas forcément programmé pour ça, tu vois, moi, je me dis pas que je veux faire du haut niveau depuis que... Enfin, j'ai rêvé d'être un champion, mais très rapidement, j'ai oublié cette idée. Et globalement, quand t'es pas... tu vois, quand tu sors pas du sérail et que tu dis pas depuis que t'as 12 ans, ok, je suis matrixé, je veux faire du haut niveau, je sais que quand j'aurai réussi mes perfs, je sais, tu vois, en plus c'est un sport nouveau, donc il y a pas vraiment d'antécédents, tu peux pas te raccrocher à comment on fait les anciens, un peu pour... il y a pas d'imaginaire, enfin bref, donc quand ça t'arrive, t'es pas préparé. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que ça secoue et ça bouleverse. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est... Enfin, moi, j'ai découvert un peu le sport business à l'issue de cette UTMB, et c'est pas forcément la partie que je préfère, en fait. Tu vois, ça m'a rapproché de l'essentiel de me dire ce que je préfère. Moi, c'est courir, performer, construire ma démarche, construire des projets cool de communication avec des partenaires qui me plaisent, partager et être un athlète engagé, c'est-à-dire utiliser ma performance pour faire passer des messages. Mais toute la partie sollicitation, négociation, tout ça, j'ai trouvé ça au final assez pesant. Et du coup, ça a changé ça parce que en fait, j'y ai été confronté et j'y étais pas préparé, et du coup, tu laisses une intensité nerveuse, émotionnelle qui est assez importante. Donc voilà, ça a changé ça en fait. Tu parlais tout à l'heure des semaines, du dimanche, du lundi. Ça ressemble à quoi le lundi post-UTMB? Ouais. Par le fait que t'as extrêmement mal aux jambes, j'imagine. Mais même pas tant. Hein. C'est là où c'est la folie de ce sport, c'est que en fait, quand tout se passe bien, t'es transcendé, t'as une sorte de... Alors moi, j'ai pas eu un jour de gloire, je pense que je peux vraiment améliorer ce que j'ai fait à l'UTMB. Mais globalement, quand tu cours pour quelque chose qui te fait rêver, vraiment, je sentais plus rien à la fin. Tu vois, il y avait plus de douleur, et il se passe un truc dans ta tête hormonal qui est... Enfin, genre vraiment, t'es au kilomètre 160, tu sens rien. C'est assez fou à vivre. Et donc du coup, j'avais pas tant mal aux jambes que ça. Par contre, t'as un énorme down
hormonal. Du coup, t'es sur ton petit nuage, mais t'as plus trop d'émotions, tu vois. Genre, j'avais déjà fait le test l'année dernière, je m'étais mis devant un film triste, j'arrive pas à être triste, tu vois. Et pareil, la joie, tu sais qu'il faut être joyeux, et donc il y a un peu de joie, tu vois, mais tu la vis pas vraiment. Parce que c'était tellement intense le jour J. Tellement... Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est hormonal, c'est que t'as tellement puisé, t'as tout descendu à zéro, donc t'as plus d'endorphine, tu dors très mal parce que t'as plus de mélatonine, t'as l'appétit détraqué, tu vois, je pense que c'est très scientifique, en fait, t'as descendu toutes les jauges, et du coup, t'es un peu en mode, un peu un fantôme, tu vois, mais un fantôme heureux qui a un sourire niais, tu vois. C'est un peu comme ça que le lundi post-UTMB il se passe. Et mentalement, est-ce que t'as un retour de bâton, tu vois, du UTMB, où j'imagine que c'est tellement intense comme intensité avant, parce que j'imagine que tu y penses énormément, pendant, parce que tu vis un truc phénoménal, après, parce que tu as aussi j'imagine que tu vois beaucoup de choses changer autour de toi. Est-ce que, je sais pas, une semaine après, ou un mois après, tu prends un retour de bâton mentalement, en fait, c'est... Ouais, il y a un retour de bâton, mais en fait, c'est marrant, c'est un retour de bâton, mais en même temps, t'es tellement heureux de ce que tu viens de faire. Du coup, t'es un peu entre deux, tu vois, il y a une forme de spleen, mais je pense que ça, c'est pour tout le monde après un ultra, parce que t'as focus ta vie là-dessus pendant quelques mois, j'allais dire quelques semaines, mais c'est quelques mois, et donc du coup, t'as une forme de petite mort, tu vois, parce que t'as un peu perdu ce projet, ce cap-là, et donc t'as plus ça, donc il y a une forme de spleen liée à ça, t'as un down hormonal lié à l'effort, et en plus, t'as une forme tu sais, c'est très intense, il y a beaucoup de monde, puis d'un coup, tu vois, moi, lundi, mardi, tous mes proches, ils sont retournés à leur vie un peu normale, et je me suis retrouvé seul ici, et du coup, en fait, tu sais, c'est sans transition, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a un petit retour de bâton, mais en fait, à chaque fois, c'est un gros retour de bâton, mais je sais pas comment le modéliser, mais t'as une forme de coussin ou qui te protège de ce retour de bâton qui fait qu'il est pas si violent que ça. Parce qu'en fait, t'es trop heureux de ce que tu viens de faire, et à chaque fois que le spleen s'installe, tu te dis attends, c'est quand même exceptionnel ce qui vient de m'arriver, tu réalises, et tu l'accueilles, quoi. Et tu l'accueilles, exactement. Et comme je te dis, c'est de l'acquis, en fait. C'est ça qui est incroyable avec le sport, c'est que quand tu fais quelque chose de grand, plus personne peut te l'enlever, tu vois, c'est un plancher sous lequel tu descendras plus jamais. Et ça, c'est chouette. Et je crois que t'as un remède aussi, qui est d'aller avec des copains. Ouais, en teuf. Globalement, ouais, j'adore. Enfin, moi, la musique, c'est vraiment ma passion. Enfin, j'ai plein de passions, mais la musique, c'est quand même très, très, très fort. J'adore la musique électronique. Et il y a un lieu à Lyon, tu vois, donc je me suis fait tatouer le logo. C'est mon seul tatouage. Ok. J'ai un seul tatouage que j'ai fait au niveau de mon pied droit pour me donner de la force sur l'appui. Et c'est globalement, c'est le symbole c'est le logo d'une teuf à Lyon, enfin d'un concert qui a lieu tous les dimanches. La Société du Soleil Couchant, Sunset Society. Et je l'ai fait avec ma petite sœur et mon petit frère, parce qu'un peu c'était un peu notre endroit où on se retrouvait le dimanche soir. Tu vois, de 19 à minuit globalement, après avoir fait un gros entraînement le dimanche matin, full endorphine, et on buvait quelques bières en écoutant du son, tu vois, en choisissant les artistes qu'on allait écouter. Et c'était un peu mon jardin secret. Et c'est ça que, après les courses, j'adore, parce que je sois déçu ou pas, là-bas, en fait, tu vois, j'oublie un peu tout. T'es qui tu es, enfin t'es qui tu veux, personne, les gens ils s'en branlent du trail là-bas, franchement. Le trail ils connaissent pas, et du coup c'est simple, t'es dans le son, enfin vraiment, j'ai vraiment l'impression moi d'être, c'est un peu mon cocon, tu vois, il y a du son autour de moi, c'est hyper, ça me fait énormément de bien, et je me régénère vachement là-dedans, et c'était devenu, là je l'ai pas fait après cette UTMB parce que j'étais vraiment un peu trop défoncé le dimanche, et puis il y a le podium qui était le dimanche, mais globalement c'est une tradition que j'ai après chaque course, ouais. Chaque course objectif, je vais au sucre, du coup ça s'appelle le sucre, cet endroit. Maintenant que t'as révélé ça, tu risques d'avoir des Bah franchement ça me dérange, enfin, franchement c'est une communauté qui est tellement à la cool que en fait chacun non ouais, t'es pas des, tout le monde est, je sais pas, tout le monde accueille l'autre comme il est, et il y a pas, c'est full bienveillance, full bonne ondes, donc j'ai pas trop peur de ça. Si je fais un ping-pong vers l'autre côté de la balance, tu joues toi-même de la musique ou pas? Non, ouais, je joue pas. Ma grand-mère, elle a rêvé de me faire de la flûte traversière, mais ça a pas été concluant. Par contre, j'en écoute énormément, et
Non, non, ça j'ai. D'ailleurs, je vois une très belle flûte traversière, si tu veux. Non, je rigole. Je me permettrai pas d'utiliser ton podcast à des fins promotionnelles. mais s'il y a un petit lien Le Bon Coin dans la description. Non, mais globalement, bah tu vois, là il y a ma platine. En fait, c'est une platine qu'on a eue à Noël avec mon frère il y a une 12aine d'années, donc elle commence à vraiment dater. Et elle a un peu ramassé. Mais je dirais pas que je fais de la musique, c'est juste que quand on va à des apéros ou à des anniversaires ou à des fêtes avec les copains, bah c'est hyper facile de l'apprendre et en fait on a nos sons et on passe nos sons et on s'éclate et voilà, donc je fais pas de la musique, tu vois, ce serait un manque de respect par rapport aux artistes que je respecte de dire que je fais de la musique parce que c'est impossible de comparer à eux. Globalement, j'assemble des sons que j'aime bien. Voilà. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crée des playlists, quoi, globalement, puisque je fais de la musique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2025 ? Je suis sur un projet, j'aime bien conceptualiser, tu vois, et ce que tu peux me souhaiter, c'est de réussir le début de mon 2e album. Alors, c'est pas une annonce pas une annonce de changement de carrière pour quelque chose de plus artistique. C'est juste que du coup, je suis très inspiré par ce qui se passe dans la musique et j'ai souvent constaté qu'il y avait de la difficulté à passer de l'album, tu vois, du premier album, qui est l'album de la révélation, à l'album de la confirmation. T'as 2 types d'artistes, t'as ceux qui vivent toute leur carrière sur leur premier album, la hype de leur premier album qui au bout d'un moment s'essouffle. Un hit et tu tombes sur le hit. Exactement. Ou un album, tu vois, un peu qui est marquant, et puis après qui ont du mal un peu à se recycler, qui sont des hypes du coup, et ceux qui arrivent à faire la transition vers l'album de la confirmation, le 2e album. Et ce que tu peux me souhaiter pour 2025, c'est donc de réussir ma transition vers le 2e album, parce que pour moi mon 2e album, ça va être c'est les 4-5 prochaines années qui arrivent, et c'est arriver à confirmer et à dire qu'en fait aujourd'hui c'est 2e place à l'UTMB, c'est devenu c'est exceptionnel, tu vois, je veux pas le banaliser, mais c'est ce à quoi c'est le niveau auquel il faut que j'aspire désormais à chaque course. Et voilà, donc le 2e album 2025, ouais, l'intro, une belle intro et un bon premier single dans le 2e album. T'as des pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on confirme, est-ce qu'il y a peut-être des apprentissages sur les artistes typiquement, sur comment ils ont fait, et peut-être des trucs que tu pourrais répliquer toi aussi il y a un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Les Étoiles Vagabondes, Nekfeu. Donc Nekfeu réussit un très bel album solo, et tout le monde se demande un peu comment il va faire pour faire encore mieux, ou même tu vois Orelsan, pareil, c'est assez inspirant ce qu'il a fait, ou même les Daft Punk, tu vois, tu peux aller chercher un peu dans tous les styles de musique, et en fait du coup ils ont pris énormément de temps entre le premier et le 2e. Ils sont retournés charbonner, ils ont fait descendre un peu la hype, tu vois, pour pas trop saouler les gens. Ils sont retournés charbonner dans l'ombre, et tu vois, moi c'est un peu comme ça que j'ai envie de penser ma saison 2025, j'ai envie de retourner un peu dans l'ombre au studio, tu vois. Mon studio c'est Combloux, c'est la montagne, et genre ressortir de là en ayant un peu muté avec avec des nouvelles capacités, des nouvelles ressources, toujours les mêmes objectifs, mais avec en étant plus fort et plus épanoui, tu vois. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite de bien commencer ton 2e album. Merci beaucoup. Merci beaucoup Baptiste. Merci.